Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de Radio Taïwan International. Vous écoutez tout de suite, on en parle à Taïwan. Bonjour à tous, vous êtes bienvenus à l'écoute de Radio Taïwan International. C'est Mei Guang. Et Valentin Floquet. Ainsi que Sasa. Pour vous présenter, on en parle à Taïwan de cette semaine. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, des sujets très variés qui nous intéressent chacun en fait. On a chacun choisi un thème de privilège, on pourrait dire. De prédilection. De prédilection, voilà, merci. Alors... Qui commence ? Je commence. Alors, c'est un choix un peu simple dans le thème, puisque nous allons parler un peu de la finance, des principales richesses, des principaux personnages riches de Taïwan. Un nouveau classement qui a été validé fin mai dernier avec les petits ajustements au quotidien faits par Forbes. D'accord. Voilà. J'ai eu peur quand tu as commencé par le finance. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a de simple là-dedans en fait ? Non, c'est très simple. C'est vraiment le classement des plus principales richesses, des personnages principaux et dans quel domaine ils travaillent. Voilà, c'est tout ça. Et ça ? Alors de mon côté, je vais vous parler d'une tentative de voyager à travers les mers et de remonter dans le temps, mais c'est pas de la téléportation, donc il va falloir que vous deviniez ce que c'est tout à l'heure. D'accord, il faut d'imagination. Et je parlerai d'un article qui a attiré mon attention parce qu'on sait tous qu'il y a beaucoup de Vietnamiens à Taïwan et je me suis rendu compte que j'ai jamais fait attention à la provenance de ces Vietnamiens. Et aussi en fonction de leur situation à Taïwan, en fait. Et du coup, c'est de ça que je vais vous parler. On peut commencer par la richesse. Voilà, on commence par les manias taïwanais, les Taïwanais les plus riches. Alors, peut-être que vous avez une idée de personnage. Je sais que c'est plus Terrigo. Je sais que ça fait un moment. Ah oui. Je crois que c'est plus la famille Tsai du groupe des finances non plus. Je sais plus. Alors du coup, l'homme le plus riche je sais pas, de Taïwan. C'est Barry Lam. C'est Quanta Computer. Ah oui. Il est devenu très riche sur Satané grâce à l'IA et les serveurs d'IA. D'accord. Donc à la base, Quanta, ce sont surtout des composants électroniques, ce qu'on appelle les résistances, les condensateurs et les inducteurs. Voilà, parce que je ne veux pas me tromper de pièces. Et qui fournit principalement, notamment, à Apple et Tesla dans ce domaine. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est une énorme entreprise taïwanaise. L'entreprise n'est pas si bien cotée, mais le fondateur, un des cofondateurs, Barry Lam, est actuellement le Taïwanais le plus riche. Et vous diriez que c'est la combienième fortune mondiale ? En dehors de 100, non ? Je pense. Oui, largement. Oui, largement. En fait, je sais pas trop. En fait. Donc, au moment du classement, il était à la 190e place. D'accord. Des dernières stats au quotidien de Forbes, il est maintenant à la 152e place. Et entre fin mai et maintenant, il a gagné 1,2 milliard de dollars de plus en valeur. Ça va, facile. L'argent facile. En un mois, voilà, en 2 mois. C'est bien aussi pour voir à peu près à ces domaines-là, les valeurs, comment elles changent très vite, et la richesse aussi. Ouais, on a de la chance dans le sens où il est très actif dans la culture. C'est quelqu'un qui finance beaucoup les activités culturelles. Ça, au moins, ça c'est important pour les Taïwanais, quoi. Bien sûr, bien sûr. Alors, numéro 2, t'en as parlé tout à l'heure ? Terrigo, non ? On a parlé ? Oui. Moi ? Oui. Terrigo ? Famille Tsai, peut-être. Alors, si c'est pas la famille Tsai. Alors, c'est sa famille Tsai fin mai, mais Terrigo est repassé deuxième entre-temps. Mais c'est pas Tsai Ing-wen, attention. Non, alors c'est la famille Tsai, c'est Daniel et Richard. Non plus. Et c'est la famille Fubon. C'est le centre, c'est le groupe financier Fubon, qui est une banque et plein d'autres activités liées à la finance. Ah, je pensais que c'était la famille de Tsai Ing-wen qui avait le journal... il est dans le classement, mais il est plus loin. Et c'est pas la même famille. Ok, je croyais que c'était le groupe de KT en fait. Alors KT, c'est pas la famille Tsai. KT, il est pas loin non plus. C'est aussi une c'est la famille Tsai en fait. Je croyais que c'était KT. Et Tsai voilà.
Ouais, ce sont deux autres membres. Alors, je sais pas si c'est la même famille, si. Je sais pas. Les liens de parenté. C'est aussi une famille Tsai, c'est vrai. Et c'en est une autre. Et donc, si c'est vraiment la même famille, là ils seraient vraiment les plus haut placés. Riches mais ce sont des groupes différents, donc c'est compté différemment par Forbes. Bon, numéro 3, Terrigo, qui est repassé deuxième entre-temps, si on place le dernier classement. Donc Terrigo, je rappelle quand même, parce que je suis pas sûr que tous nos auditeurs connaissent. Terrigo, ouais, donc Honghai et Foxconn. Honghai à Taïwan, Foxconn en Chine. Et donc qui a surtout un gros gain de richesse ces derniers temps, 2 milliards depuis le dernier classement, avec les serveurs d'IA développés avec Nvidia. Et Jensen Huang, qui lui n'est pas à Taïwan, il est aux États-Unis. Mais il est aussi devenu l'un des hommes les plus riches du monde, en fait. On en reparlera après pour le grâce classement à mondial. l'intelligence artificielle, en fait. Il est numéro 12 mondial actuellement, avec des fortunes bien plus. J'ai pas parlé trop des montants, mais le numéro 1 mondial est à 12,9 milliards actuellement, et le numéro 2 de Terrigo est à 12,4 milliards en dollars américains, bien sûr. Quatrième d'abord, Huali Industrial, je sais pas si tu connais, un grand magnat des chaussures qui s'appelle Zhang Songyuan, et qui est donc classé 4e en fin mai. Alors là, c'est comme ce sont des grands empires financiers avec beaucoup d'activités très différentes, c'est dur de faire des évaluations quotidiennes. Et donc il n'est pas dans le classement mis à jour quotidien de Forbes. Pareil pour la famille Tsai qui tient Cathay, qui sont 5e. Il n'y a pas de classement remis à jour. Et après, pour aller un peu plus vite pour le reste, pour le top 10, on a ASE Technologies qui travaille main dans la main avec TSMC, avec Jason et Richard Chang, donc c'est 2 personnes. Là, c'est pas une personne, mais c'est une famille, qui est le principal partenaire de TSMC pour l'encapsulation et l'inspection des semi-conducteurs. Ensuite, il y a Ting-Yi, je sais pas si tu connais, c'est pas du tout connu à Taïwan, sauf pour une chose, la chaîne de poulet frit Dicos. Comme quoi on peut faire fortune dans le poulet frit aussi. En fait, ils sont pas du tout développés à Taïwan parce que le principal de leur marché est la Chine. Et ils sont aussi connus pour autre chose, le scandale de l'huile. Et donc la famille, c'est ce groupe-là. Ouais, c'est ce groupe-là, c'est la famille Wei Incho, Intia, Inchon et Inrun. C'est le groupe Weichuan, en fait. C'est le grand groupe qui est encore boycotté par certains Taïwanais, en fait. Et je pense que Forbes le note en tant que Ting-Yi parce que c'est Ils ont changé de nom d'entreprise, je pense, entre-temps. Et oui. Voilà. Ensuite, 8e, c'est Yageo. Je ne sais pas si tu connais. Yageo, c'est le leader mondial aussi en composants. C'est un des leaders mondiaux en composants électroniques. Ensuite, avec Pierre Chen. Il a un prénom français. Ensuite, le 9e, c'est Tsai Nong. On en a parlé tout à l'heure. Avec le groupe Wang. Le groupe Wang qui est dans les médias, mais dans les nouilles aussi. Hôtel, F&B et médias, oui. Et le dernier, le 10e dans le top 10, c'est Changchun, une industrie pétrochimique, et Lin Shuhong. Voilà. Pour savoir, dans le top 10, on est donc entre 11-12 milliards, et le 10e, donc c'est vraiment 4 milliards de dollars américains en valeur. Donc c'est vraiment les composants électroniques, les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle, et la pour les frits et l'huile. La finance. Et les chaussures, attends. Et les chaussures. On peut parler peut-être un petit peu du numéro 12, qui est le propriétaire de RT Mart, et qui est très connu pour avoir fondé le prix Tang. Vous connaissez le prix Tang ? Oui. Qui vient d'être d'ailleurs décerné récemment. Oui, et qui récompense des carrières soit dans la biopharmacie, soit dans le développement durable, la sinologie et l'état de droit. Donc 4 domaines particuliers, avec une prime, un prix de 40 millions de dollars taïwanais, plus 10 millions de financement pour une recherche dans les 5 années à venir. C'est décerné tous les 2 ans, en fait. Voilà, et donc c'est Samuel In, le fondateur de Ruantex, je vais le dire comme ça, et aussi propriétaire du groupe RT Mart à Taïwan.
Voilà, et pour Maurice Chang, quand même, pour ceux qui voudraient savoir, qui était le fondateur de TSMC, il est 16e et il a il est valorisé à 3,3 milliards de dollars américains seulement. c'est déjà beaucoup, mais par rapport aux principaux manias taïwanais, il n'est pas si haut classé par rapport à la taille de l'entreprise à Taïwan qui est bien plus importante. Il dépense peut-être beaucoup son argent, non? Je pense qu'il réinvestit beaucoup, oui. Mais pas forcément dans des capitalisations, mais je crois qu'il fait beaucoup aussi dans le monde de comment ça s'appelle, des dons, des fondations caritatives, etc. aussi. D'accord. Voilà les richesses taïwanaises. Du coup, qui changent selon des années, mais en gros, ce sont les mêmes qui restent en fait. Quelques années. Je pense que dans le top 50, mais ça a pas mal bougé quand même ces derniers mois. C'est pour ça que je voulais faire un petit point et peut-être aussi donner un petit peu plus de vision en dehors des idées reçues qu'on pourrait avoir. Voilà. Je pense qu'on peut parler du coup des Vietnamiens parce qu'ils font parfois partie à Taïwan des personnes qui sont pas très riches, on va dire. Donc, c'est vrai. Hein. Oui, tout à fait. Alors, ce qui a attiré l'attention, c'est que récemment, sur l'agence de presse centrale CNA, il y avait eu un article publié et qui a commencé par le fait que quelqu'un qui a écrit sur Facebook, quelqu'un a posé la question pour savoir pourquoi son épouse vietnamienne au nom de Huang en chinois s'appelle Huynh, alors que ses collègues au nom de Huang à son entreprise s'écrit Hoang et les deux s'écrivent Huang en chinois. Et la réponse était tout simple, que l'épouse Huynh vient du sud du Vietnam, tandis que sa collègue vient du nord. Et c'est là que l'article s'est développé par la suite pour savoir finalement que parmi les épouses vietnamiennes qu'on voit à Taïwan, la plupart viennent du sud du Vietnam uniquement, tandis que pour les travailleurs, ils viennent du nord pour la plupart. En fait, selon les données du ministère de l'Intérieur de Taïwan en 2019, désolé, je n'ai pas des chiffres plus récents, parmi les 550 000 épouses étrangers des Taïwanais qui vivent à Taïwan, il y a 20% de Vietnamiens. Essentiellement des épouses, en fait, des Vietnamiennes. En fait, ce phénomène a commencé vers la fin des années 70 et début des années 80 déjà. À l'époque, c'était des soldats de l'armée de Chiang Kai-shek qui a quitté la Chine pour s'implanter à Taïwan et qui, en vieillissant, peinaient à trouver un conjoint à Taïwan. Et ce qui fait que, à travers des intermédiaires, ils épousaient pour beaucoup des Vietnamiennes, en fait. Et par la suite, avec le développement économique, beaucoup d'entreprises taïwanaises s'est délocalisées, a commencé à s'implanter en Asie du Sud-Est, et beaucoup d'hommes d'affaires taïwanais a commencé à se marier avec des femmes locales, en fait. Et ça, c'est donc dans un premier temps, et par la suite, avec la mondialisation et le changement de structure économique de Taïwan, beaucoup de Taïwanais qui ne possèdent pas un savoir-faire ou technique plus avancé peinent à trouver des épouses. Surtout, on parle des personnes, des Taïwanais, des milieux ruraux, en fait. En fait, les femmes taïwanaises ne veulent plus se marier avec eux. Voilà, et que beaucoup essayent de quitter la campagne et que certains hommes restent parce que c'est un héritage familial. Et du coup, à travers des intermédiaires, ces Taïwanais se marient de nouveau avec des femmes du sud-est asiatique, dont notamment des Vietnamiens. Donc, c'était en 2004. Pendant longtemps, c'était lorsqu'on parle des mariages transfrontaliers, on parlait essentiellement des épouses chinoises. Mais comme il y a beaucoup de problèmes d'immigration clandestine à travers ces épouses chinoises, le gouvernement avait commencé à resserrer les politiques de contrôle pour lutter justement des mariages frauduleux, on pourrait dire. Frauduleux, oui. Et c'est ainsi que les Vietnamiens ont dépassé les Chinois pour être les premiers conjointes étrangères des Taïwanais, en fait.
Et au sujet des travailleurs vietnamiens à Taïwan, on pourrait dire on en recense déjà plus de 700 000 travailleurs étrangers à Taïwan et les Vietnamiens en comptent pour 250 000. Je pense que c'est un peu plus de 700 000 travailleurs étrangers. Et donc, il y en a beaucoup qui sont vietnamiens. Et certaines agences intermédiaires ont tenté d'expliquer que pourquoi, la plupart du temps, les épouses, elles proviennent du sud de la Chine, tandis que les travailleurs... sud du Vietnam. Et tandis que les travailleurs du nord... Alors, d'après des explications, c'est que Taïwan avait une relation, des échanges, même des relations diplomatiques avec le sud du Vietnam pendant très longtemps, en fait. Et ce qui fait que, économiquement parlant, les deux pays avaient des échanges plus tôt. Et ce qui fait que lorsque les mariages ont commencé, c'était par cette région que ça a débuté, en fait. Et par la suite, lorsqu'il s'agissait d'introduire de la main-d'œuvre étrangère, c'était plus facile de trouver des travailleurs migrants depuis le nord du Vietnam, où économiquement parlant, c'est plus difficile. Et les agents intermédiaires expliquent aussi que comme le nord du Vietnam s'est développé plus tardivement vis-à-vis de l'extérieur, la plupart du temps, ces travailleurs sont considérés être un peu plus traditionnels et endurants, on pourrait dire, qui travaillent bien, en fait, on pourrait dire. Voilà, ce qui fait qu'il y a cette différence de répartition entre la provenance des Vietnamiens à Taïwan. Ça me fait penser à une émission, enfin plusieurs décryptages, je crois, que j'avais fait sur un Taïwanais qui avait tourné un documentaire sur les camps de réfugiés vietnamiens à Peng Ru. Et du coup, j'avais découvert plein de trucs sur les relations entre Taïwan et le Vietnam, enfin la République de Chine et le Vietnam à l'époque, et tous les liens avec le Sud et tout. C'était intéressant. Et c'est vrai qu'il y a une grande différence de culture entre le nord et le sud du Vietnam. Le pays est long de 1600 km du nord au sud. Donc, c'est vrai qu'en fonction des différentes régions, on peut trouver des personnes qui ont un background différents, en fait, qui sont prêts à faire des choses différentes par rapport à Taïwan. Ouais, et puis il y a aussi le centre. Le centre, ils aiment bien. Enfin, j'avais un ami du centre du Vietnam en France et qui me disait c'est bien pour nous, en fait, on fait la négociation entre les deux parties. En fait, même un peu l'intermédiaire. Ouais, même parmi nos collègues du service vietnamien, ils sont 8, je crois. Une partie vient du sud, une partie vient du nord. Et je me rappelle au moment du Covid, ils avaient partagé avec nous des expériences complètement différentes de gestion de Covid-19. Et il y avait vraiment des inégalités dans la distribution de vaccins, de masques, de tous les besoins pour se protéger, en fait. Et donc, on voit qu'il y a l'écart qui est encore très important, en fait. Oui. Voilà. Ok, alors du coup, on peut passer à notre troisième sujet. Donc, Valentin, tu avais une idée ? Oui, j'ai une idée parce que y a eu un sujet fait sur notre page Facebook. Ah oui. Donc, si vous voulez voir des images, t'as les infos en avance. Vous pourrez avoir les images sur la page Facebook qui a été diffusée cette semaine. Voilà, donc je te laisse présenter pour que Meg essaie de deviner par elle-même. Je crois que je l'avais plus ou moins vu aussi, en fait. Mais c'est pour remonter le temps, c'est parce que c'est... Alors attends, je vais quand même déjà dire à nos auditeurs de quoi on parle quand même. Donc on parle pas de téléportation, mais on parle en fait de certains groupes autochtones à Taïwan, donc d'origine austronésien, qui essayent de retrouver leur savoir-faire pour construire des bateaux avec les techniques traditionnelles et les matériaux naturels. Et ensuite, donc, il y a certains défis qui se lancent aussi, d'aller de tel point à tel point, etc. Donc, remonter dans le temps, c'est un petit peu, pour moi, une allusion au fait que voilà, ils essayent de retrouver les techniques d'autrefois. Et là, notamment, il y a apparemment la traversée
depuis la côte est de Taïwan vers l'île verte. L'île verte, oui. Qui était possible dans l'Antiquité. Mais aujourd'hui, c'est très très difficile parce qu'on n'a plus les techniques et les savoir-faire à la fois pour construire les bateaux et à la fois pour savoir bien naviguer. En fait. Donc c'est un peu ça, voilà, tentative de remonter dans le temps aussi pour retrouver ces savoir-faire. J'ai l'impression c'est quelque chose qui existe déjà depuis plusieurs années en fait. J'ai l'impression que différents groupes autochtones font différentes expérimentations et tentatives. Ouais, en fait, pour trouver les méthodes traditionnelles. Oui, et c'est pas facile aussi parce que, là, en l'occurrence, c'était les Amis, donc qui sont quand même plutôt sur la côte est vers la mer. Un peuple de mer. Voilà, mais en fait, il y avait beaucoup d'autochtones à Taïwan qui habitaient sur les côtes pendant très longtemps et donc qui avaient tout ce savoir-faire. Mais avec l'arrivée en fait des Han depuis la Chine depuis 400 ans, puis les colons espagnols, hollandais, puis les Japonais, puis de nouveau en fait l'arrivée du Kuomintang après la Deuxième Guerre mondiale, en fait, ils ont eu tendance à être repoussés de gré ou de force vers les montagnes. Et ils ont développé d'autres savoir-faire, la connaissance des forêts, etc. Mais qu'ils avaient probablement aussi avant, mais donc là encore plus. Mais ils se sont éloignés des mers au point que, je crois pour les Japonais et le Kuomintang, ils les appelaient les aborigènes des montagnes. Donc, alors qu'en fait, les Austronésiens, dont le berceau serait à Taïwan d'après les chercheurs, sont allés quand même en bateau jusqu'à Madagascar, jusqu'à Tahiti, à Hawaï, en Nouvelle-Zélande et tout. C'est quand même parce que c'est une incroyable. grande zone en fait géographique si on parle de toutes les personnes qui parlent la langue austronésienne en fait. Oui, tout à fait. Alors pour revenir à ce cas plus particulier dont je voulais vous parler, en fait ce sont des personnes du Community College Shochutashu et notamment de la zone de Taidong qui en fait enseignent et prennent des cours de construction de bateaux selon les techniques traditionnelles Amis depuis une vingtaine d'années maintenant, qui se sont lancés un nouveau défi. En fait, ils voulaient aller de la côte est de Taïwan vers l'île verte, qui s'appelle en langue Amis Sanayasai. Et donc, pourquoi c'était vraiment un défi pour eux ? C'est parce qu'il y a un courant, je ne sais pas si vous êtes au courant justement. Kuroshio. Le courant Kuroshio, voilà, qui se dirige vers le nord, qui fait que c'est très très difficile en fait de le traverser juste sur un radeau en bambou, juste avec une voile et des rames. Donc ils ont quand même essayé. Donc alors comment ils ont fait ? Ils se sont renseignés pour la voile. Comment faire une voile qui tient bien. Alors ils ont fait venir il y a déjà quelques années des personnes des îles Salomon pour apprendre à fabriquer des voiles en matériaux naturels. Donc d'abord avec des fibres de hala, c'est l'arbre qui s'appelle Pandanus. Et ensuite, pour que ça soit encore plus résistant, il y a un des anciens du peuple Amis qui s'est souvenu qu'il avait vu dans un musée à Tahiti qu'on pouvait aussi faire des voiles avec de l'écorce d'hibiscus. On pouvait en faire des nattes et des voiles, donc c'est plus résistant. Donc ils ont fait une très très grande voile, en tout cas plus grande que d'habitude, pour qu'il puisse y avoir plus de vent et donc ne pas être emporté par le courant. Donc ils ont fait cette voile, ils se sont entraînés, ils se sont beaucoup entraînés. Après, il a fallu beaucoup attendre aussi parce qu'il faut que les vents soient favorables. Toutes les saisons ne sont pas possibles en fait, j'imagine. Voilà. Et donc, ils ont fait plein d'essais, en fait, qui étaient infructueux, il me semble, à moins que toi, tu aies vu qu'ils aient réussi, mais je crois pas. J'ai vu, en fait, qu'ils avaient essayé, surtout en 2022, un vrai grand essai pour vraiment atteindre l'île verte et qu'il y avait juste un typhon à ce moment-là qui était apparu, donc ils ont totalement abandonné l'idée. Alors, en fait, ils n'avaient pas vraiment abandonné, je pense, parce que là, ils ont réessayé, hein, et ils ont même dû être remorqués par un bateau à un moment, parce qu'ils allaient dériver vers un endroit qui était un petit peu dangereux. Donc, finalement, ils n'ont pas réussi, mais ils ont quand même discuté pour essayer de savoir de quoi quelles sont les raisons
pour peut-être essayer de s'améliorer. Et du coup, donc la voile, c'est en hibiscus, c'est ça? Mais tissé en fait, comme tissé. de la vannerie, en écorce d'hibiscus. Oui. Et le bateau? En bambou, pardon, peut-être j'ai pas précisé. Tout en bambou en fait. Tout en bambou. Tout. Et c'est même pas un bateau, c'est un radeau. C'est un radeau. Du coup, on sait à peu près la taille de ce radeau. C'est vraiment pas très grand, hein, même pas 2 mètres de long. C'est tout petit en fait. Effectivement, pour traverser le Pacifique. Je pense que leurs ancêtres avaient fait plus grand en fait. On sait pas en fait. Non, je sais pas. Ouais, je sais pas. Je pense qu'il y a une raison quand même pourquoi ils ont fait petit comme ça. C'est peut-être soit ils voulaient essayer de faire comme les anciens, ou alors c'est qu'il y a une raison, c'est-à-dire que si on veut compter sur le vent, il faut que ça soit pas trop lourd, peut-être. C'est possible. Je sais pas, je me dis. Que ça reste plus habile aussi pour changer, pour manier, en fait. Possible. Alors, en tout cas, il y a 2 types de raisons, 2 types d'hypothèses. Les premières sont sur les compétences de navigation. On pense que les marins actuels ils sont un peu amateurs en fait. Ils font pas ça à plein temps. Ils n'ont pas autant de connaissances et d'expérience que les marins de l'Antiquité, qui faisaient ça tout le temps et qui savaient s'adapter à des changements très rapides des conditions de vent et dans l'océan. Et les autres hypothèses sont plutôt techniques. D'accord. Par exemple, que la voile n'est pas encore assez grande, ou alors que le mât n'est pas assez solide, parce que le mât était en bambou. Aussi. Et même s'il faisait plus de 6 mètres, en fait, quand il y avait du vent, il se pliait un petit peu. Voilà, parce que le bambou, c'est assez souple. Mais du coup, finalement, la taille de la voile diminue. Oui. Puisque le mât se courbe. Donc ça, c'est quelque chose à quoi ils vont réfléchir. Et apparemment, en Occident, le sapin était souvent utilisé comme mât. Mais donc eux, ils veulent quand même rester sur du bambou pour la prochaine fois, mais ils vont essayer du coup de faire un mât encore plus haut pour essayer de faire en sorte que même si ça se plie ou si ça se courbe, la voile soit quand même grande. Après, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce qu'il y a des détails comme la courbure de la proue serait insuffisante ou autre, mais voilà, c'est... Ça reste quand même assez étonnant. Enfin, cette histoire et ces essais me rappellent quand même un film Disney sur l'exploration des îles du Pacifique, Moana en anglais et Vaiana en français. Et on retrouve en fait ce savoir perdu. Il y a toute la thématique en fait qui est dans cette histoire, parce que mais ils utilisent une technique qu'on voit plus aux Philippines, qui est celle du tronc, pour faire d'un tronc pour faire en bois plein, pour faire le corps du bateau, et après des flotteurs sur les côtés avec des petites baguettes là en bambou, mais et donc des composants en bambou beaucoup plus flottants, mais qui permettent en fait d'équilibrer le bateau de manière plus stable, mais qui permettent aussi, le tronc en lui-même permet aussi de mettre des charges plus lourdes et des mâts plus conséquents. Et c'est vrai que c'est bizarre qu'ils adoptent pas cette méthode-là pour... J'en ai vu aussi d'autres expériences, comme disait Meg, c'est pas la première, où ils ont d'autres types de bateaux. Mais là, je pense que c'est une expérimentation, oui. Ouais, je sais pas pourquoi je pense qu'il vaut mieux ça. essayer avec des matériaux qu'on trouve à Taïwan, ce qui serait un peu plus logique aussi, en fait. Et donc, ce radeau peut quand même naviguer. Et il peut par exemple en été, parce que le vent vient du sud, ils peuvent naviguer de Taidong à Hualien, Ilan et même Tanshui. Il faut faire attention de pas rentrer dans un hors-bord chinois. Oui. Ou dans des gardes-côtes chinois aussi. Et ils envisagent aussi de se rendre sur l'île japonaise de Yonaguni. Voilà. Justement en profitant du courant Kuroshio qui va vers le nord. Après, je sais pas comment ils vont revenir, mais... J'avais l'impression, il y a une dizaine d'années de cela, c'était des aborigènes de l'île des Orchidées qui voulaient faire à peu près le même modèle expérimentation, et leur destination, c'était aussi l'île japonaise. Oui. Et je ne sais pas s'ils avaient réussi par la suite. Et effectivement, des conditions climatiques, c'était souvent l'un des problèmes, en fait. Mais bon, c'est des beaux exemples aussi de transmission intergénérationnelle tout à fait. dans les communautés autochtones. Et ça peut devenir international aussi, en fait, les savoir-faire qui viennent d'autres régions, en fait. Tout à fait.
Bah, je crois qu'on arrive déjà à la fin de cette émission, donc Exactement. c'est sur ça qu'on va conclure. D'accord. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission On en parle à Taïwan. Merci de votre écoute. C'était Megouin. Valentin Floquet. Et ça. Au revoir. À la semaine prochaine.